Bonsoir à tous et surtout, merci pour votre fidélité à Échange, l'émission qui nous permet de discuter avec ceux qui comptent des événements importants. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui compte au niveau de la diaspora congolaise, de la diaspora africaine et dans la communauté des intellectuels. Et l'événement, c'est un événement majeur dont on a cessé de vous parler depuis quelques années, disons à peu près 5 ans. C'est la sortie d'un livre-événement de Patrick Mbeko, qui s'intitule « Rwanda, malheur aux vaincus, 1994-2024, 30 ans de crimes, de manipulation et d'injustice couverts par l'Occident ». Nous allons débattre sur ces livres, sur l'actualité internationale, l'actualité congolaise, notamment la tentative du coup d'État, appelé de coup de force raté, et la sortie du gouvernement Judith Tuluka Suminwa. Bonjour Patrick Mbeko. Bonjour Kerwin. Merci d'accepter notre invitation. Ça fait plusieurs années que chaque fois qu'on a fait une émission, on a eu à discuter ensemble et en public à travers les émissions, même en privé. Vous nous promettiez un livre. Ça a pris un temps fou, mais 900, presque 1000 pages. Exactement, 904 pages. 904 pages et puis tout le reste. Ça a été laborieux. Qu'est-ce qui a justifié ce temps de travail? C'est la qualité du travail qu'il fallait produire ou la quantité de la matière? Je pense que si c'était la quantité, je pense que j'aurais produit un livre de près de 1200 pages parce que j'ai dû réduire les pages aussi. Avec l'éditeur, il y a eu des discussions sur le nombre de pages. Donc ce n'est pas une question de quantité, c'est davantage une question de qualité. Et en même temps, je dois aussi dire que le livre était déjà fini pratiquement depuis, je vous dirais, fin 2021. Le livre était fini. Après, vous savez, en 2021, on était en pleine Covid à l'époque. Et donc, on a dû repousser. En même temps, il fallait faire des mises à jour. Et je travaillais aussi sur d'autres projets. Et on n'a pas voulu que le livre, parce que Charles Onana a sorti son livre l'année dernière, oui. On n'a pas voulu sortir les deux livres au même moment. Et donc nous, on avait tablé pour la fin de l'année passée, et finalement on a décidé que le livre sorte dans le cadre des 30 ans des commémorations du génocide, puisque au fond, je fais un travail de relecture des événements pour les derniers 30 ans. Et cette relecture, parce que beaucoup de choses ont été écrites, vous pensez que 30 ans après, on a encore d'autres choses à découvrir? Je pense que moi j'ai beaucoup écrit sur la région des Grands Lacs, j'ai beaucoup écrit sur le Rwanda aussi, mais quand j'ai creusé, en tout cas dans le cadre de ce livre, je ne pensais pas trouver tout ce que j'ai pu trouver. Donc je pense qu'il y aura toujours des choses à découvrir, mais je crois, comme l'a dit l'ambassadeur Swinen qui a préfacé ce livre, qui lui a été ambassadeur de Belgique au Rwanda pendant le génocide et en RDC par la suite, pendant l'époque de Joseph Kabila, comme il l'a dit, je pense quand même avoir, je le dis très humblement, avoir permis, en tout cas je fais un bon bout de chemin pour comprendre en tout cas la réalité des faits ou ce qui manque puzzle pour comprendre ce qui s'est passé dans cette région. Vu que les livres intéressent beaucoup de monde, nous allons traiter une bonne partie de ces livres en français. Mais il y a une partie de l'actualité qui intéresse exclusivement les Congolais. Ça, on va en parler en lingala, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent que l'on puisse parler en lingala pour ne pas donner l'impression d'être élitiste et de continuer l'émission exclusivement en français. C'est un débat qui a cours dans la communauté congolaise. Ouais, est-ce qu'on doit valoriser nos langues ou on doit utiliser une langue qui existe déjà pour atteindre un auditoire quand même assez large? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, l'actualité, c'est la sortie d'un documentaire par les consortiums des journalistes d'investigation, ce qu'on appelle Rwanda Classified ou Unforbidden Stories. Je pense que ce soir, la RTBF a diffusé un document sur les crimes de Paul Kagame dans le monde, et ça se trouve déjà sur la page de RFI. Il y a eu un grand nombre de médias qui y ont participé. Lorsque vous avez entendu qu'il y a des révélations qui ont été faites, est-ce que doit-on relier cela à ce qui apparaît comme une certaine intronisation du président kenyan William Ruto lors de son voyage officiel, voyage d'État aux États-Unis,
ou c'est dû à autre chose? Et ensuite, qu'est-ce que l'on révèle dans cette émission ou dans ce documentaire que vous ne saviez pas ou que vous n'avez pas révélé dans ce livre? Je pense qu'il y a plusieurs interprétations qu'on peut faire. Pour commencer par la deuxième question, moi, il y a tout ce qui a été révélé dans ce documentaire-là. Il n'y a pas de nouveauté. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de révélation. D'abord parce que tout ce qu'ils disent, je le dis dans ce livre, premièrement, et moi, je vais beaucoup plus loin, parce que moi, je ne m'arrête pas aux tentatives d'assassinat, d'intimidation des opposants rwandais ou des chercheurs indépendants à l'étranger. Moi, je montre aussi comment le Rwanda instrumentalise aujourd'hui l'ONU, Interpol, comment le Rwanda instrumentalise les juridictions étrangères. Je donne des exemples parce que dans le cadre de ce livre, j'ai eu aussi à interviewer des gens qui sont dans l'actuel pouvoir de Kigali. Donc pour moi, il n'y a pas eu de véritable révélation. Pour le public, oui, mais pour moi, je connaissais tout ça. Et donc je l'aborde beaucoup plus en profondeur dans le livre. Maintenant, s'agissant de ce qu'on a pu observer aussi, le timing, oui, le timing peut être intéressant aussi. Est-ce qu'il y a un lien avec Ruto? Je ne pense pas nécessairement, mais ça permet aussi de comprendre quand même le changement de cap qu'on observe depuis un moment du côté anglo-saxon. D'ailleurs, à la fin de ce livre, à la conclusion, j'explique très bien que les États-Unis, et je l'ai dit dans certaines émissions de chez nous, que les États-Unis sont en train de prendre leur distance du Rwanda. Je ne dirais pas les États-Unis, je dirais le département d'État. Et on le voit aussi chez certains pays, avec certains pays occidentaux. Et c'est la raison pour laquelle le Rwanda s'est rapproché de Paris. D'Emmanuel Macron, il y a eu un calcul stratégique du côté de Kagame de se rapprocher de Macron, se voyant de plus en plus lâché par ses parrains traditionnels anglo-saxons. Et donc l'intronisation entre guillemets de Ruto, ou en tout cas le choix qui est de plus en plus porté sur le président Ruto, peut aussi s'expliquer au regard de ce que je viens de dire. Alors, vous dites que vous faites des révélations, disons, c'est ce qu'eux ils révèlent, mais vous êtes allé quand même un peu plus en profondeur, parce que les documentaires quand même, bon, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Y a-t-il une collusion de vision, une collusion d'intérêts entre ce que vous révélez et ce qu'eux ils révèlent? Et s'il faut aller encore un peu plus loin dans ma question, pourquoi 30 ans après vous tous? Oui, 30 ans après, parce que l'histoire n'est pas figée. Et vous savez, l'histoire évolue en fonction de l'évolution de l'état des connaissances. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce livre, d'abord, je ne pensais pas faire un livre de près de 900 pages. Au début, je me disais, comme d'habitude, je vais faire un livre de 250, 300 pages maximum. Et c'est en travaillant, en creusant, que je me suis rendu compte que le sujet était beaucoup plus complexe et qu'il y avait des éléments qui méritaient d'être mis sur la table de l'histoire. C'est la raison pour laquelle j'ai travaillé dessus. 30 ans aussi parce que ça fait des années, on a beaucoup écrit sur le Rwanda. J'explique d'ailleurs dans le livre que le génocide rwandais est l'un des sujets le plus traités dans la littérature, au cours en tout cas, je dirais, des 30 dernières années. Et il était temps de voir si la réalité des faits était conforme à la vérité officielle. La réponse est non. Ça, on le savait déjà. Mais avec les éléments que j'apporte, moi j'apporte un autre niveau d'analyse pour comprendre ce qui s'est passé non seulement au Rwanda, mais aussi en RDC, notre pays sur lequel nous reviendrons. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, généralement, il est de coutume de donner les titres, l'adresse où on peut trouver les livres après. Mais vu que moi, dans une de mes émissions analyse, j'avais montré ces livres dont la sortie officielle s'est effectuée ici à Paris, hein, dans un des beaux quartiers de Paris, beaucoup de gens sont allés chercher, ils ne l'ont pas trouvé. Les livres est-il déjà disponible ou la sortie c'était juste au niveau de la presse? Oui, en fait, ça c'était le lancement, mais le livre sera disponible en librairie à partir de la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, vous aurez les livres dans toutes les librairies ici, en France, en Belgique, mais aussi sur Amazon. Mais moi j'étais venu dans le cadre du lancement, en fait. Mais j'avais mentionné sur ma page Facebook, bientôt en librairie, pour dire que le livre n'était pas encore en librairie. Mais à partir de la semaine prochaine, les gens pourront avoir accès au livre. Excepté, bien entendu, ceux qui étaient à la conférence de samedi ou qui sera à la conférence le samedi prochain à Bruxelles. Parce qu'il y en a eu à Paris.
Et les livres étaient tous partis, et puis on aura à Bruxelles aussi. Ceux-là auront les livres pendant l'événement. Oui, à Bruxelles, c'est la Maison internationale des associations qui Exactement. se trouve sur la rue de Washington ou l'avenue Rue Washington. Rue Washington, 40, numéro 40, ouais. à 1050 Bruxelles. 1050, exactement. sauf erreur de ma part, ça doit être XL, si je ne me Exactement, trompe. ouais. 1050, ça doit être XL, c'est à partir de 15h. À partir de 15 heures. Et l'ouvrage a été imprimé à l'édition Du Boris. d'Iboris. Voilà, le bébé, il est énorme, il est gros. Quel a été le fil rouge de cet ouvrage? Je vais vous dire, en fait, l'idée d'écrire cet ouvrage, c'était vraiment par hasard. J'ai assisté à une conférence des avocats de la défense du tribunal pénal international pour le Rwanda à Montréal, il y a quelques années. Et pendant cette conférence de presse, une femme se levait. Elle se présentait, et d'ailleurs je parle de ça dans l'introduction de mon livre. Elle se présente, elle s'appelle Verenanda, qu'elle est rwandaise, qu'elle est ici au Canada depuis plusieurs années, en exil, elle est aujourd'hui citoyenne canadienne, et elle explique que quand elle est arrivée au Canada, elle a eu un avocat dans le cadre de son dossier d'asile, et lorsque son avocate a appris qu'elle était Hutu rwandaise, elle lui a demandé combien de gens vous avez tués. Et son avocate a commencé à travailler contre elle, contre ses intérêts. Et c'était quelque chose de très bizarre qu'on voit un avocat travailler contre les intérêts de sa cliente. Ça m'avait beaucoup frappé cette histoire-là. Et par la suite, il y a eu tous ces procès que vous avez vus. Tous ces procès en France, un peu partout, des personnes, des Rwandais Hutus soupçonnés d'avoir pris part au génocide, condamnés à tour de bras devant les juridictions nationales. Et donc, c'est en partant de ce cas-là et de l'histoire de cette femme-là que j'ai essayé de comprendre ce qui se passe. Et donc, à travers ce travail de compréhension, j'ai élargi le spectre de ma recherche, de mon enquête pour produire ce bouquin. Et donc, j'ai compris qu'il y avait un lien entre le sort qui leur a été réservé, la guerre au Rwanda et même la guerre en RDC, parce qu'en réalité, quand on parle de vaincus, il n'y a pas que les Hutus, il y a aussi les Congolais, entre guillemets, qui eux subissent en fait les conséquences d'une guerre qu'ils n'ont pas provoquée, qu'ils n'ont jamais voulu, mais qui leur est imposée par un Rwanda soutenu par des grandes puissances. D'où le titre de cette émission, RD Congo, Rwanda, Exactement. Malheur aux vaincus. Donc on a paraphrasé le titre de votre ouvrage et on est en train, disons, de tirer la sonnette d'alarme par rapport aux Congolais en disant si vous perdez cette guerre, ben, malheur à vous. Alors, et d'ailleurs, c'est le plus long chapitre du bouquin, c'est l'un des plus longs chapitres du bouquin, c'est la RDC. Oui, un de plus gros chapitres. Mais le chapitre 1 est consacré au Rwanda 1990-1994. Oui. Pourquoi avoir choisi juste cette partie-là des 90-94? C'est la période de la guerre civile? C'est la période de la guerre. C'est aussi la période qui permet de comprendre ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Moi, ce qui m'avait intéressé, c'est comment on arrive à cette compréhension que l'on a aujourd'hui du génocide à travers le monde. Et j'ai rapidement réalisé que c'était pendant la guerre du FPR, donc du Front Patriotique Rwandais de Kagame, que l'histoire a commencé à s'écrire. Parce qu'il y a eu un niveau de manipulation qu'on n'avait jamais vu auparavant dans l'histoire des conflits armés en Afrique. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer. Je montre d'ailleurs comment Kagame a utilisé les journalistes, les militants de droits de l'homme et les universitaires, comment il les a manipulés pendant la guerre qu'il menait au Rwanda, en se faisant passer pour la victime de ces victimes qu'il avait, lui et son mouvement, agressé en 1990. Exactement, parce que c'est la même stratégie qu'on utilise aujourd'hui contre la RDC. Et donc, il fallait comprendre cette mécanique-là, cette mécanique propagandiste, qui va par la suite conditionner la compréhension que l'on a des événements survenus au Rwanda, et par ricochet, tout ce qui va se passer par la suite par rapport au Rwanda, mais aussi et surtout par rapport à la RDC. Alors, on n'ira pas vers le chapitre 2, qui est quand même aussi assez intéressante. Mais au niveau du chapitre 3, vous parlez d'une politique génocidaire qui ne dit pas son nom. Existe-t-il une politique génocidaire? Et en ce siècle-ci, on peut mener une politique génocidaire avec tout ce qu'on a comme instrument de répression internationale. C'est ce qu'ils ont fait. Et avec les médias qu'on a. C'est ce qu'ils ont fait contre les Hutus. On a beaucoup, quand on parle du génocide rwandais, on parle des crimes qui ont été perpétrés contre les Tutsis, et puis on dit les autres Hutus modérés, mais en réalité, Kagame a commis un génocide contre les Hutus. Il y a eu une politique de nettoyage ethnique qui ne dit pas son nom pendant la guerre au Rwanda, et par la suite en RDC, on connaît le rapport mapping. Quand vous regardez par exemple le dossier, le rapport Gersonné, qui avait été produit au Rwanda quelques mois après l'arrivée au pouvoir de Kagame, on vous explique qu'ils ont massacré près de 30 000 personnes
dans 3 préfectures du Rwanda, dans l'indifférence totale et dans le secret le plus absolu. Donc ils tuaient et ils ont massacré un grand nombre de Hutus. Ils les massacraient, ils les ont massacrés quand ils ont commencé la guerre, ils les ont massacrés pendant la guerre, ils ont continué à les massacrer après la guerre, avec le fameux massacre de Kibeho, où ils ont tiré sur les femmes et les enfants, les hommes, des gens qui étaient déplacés, qui étaient réfugiés dans un stade. Ils ont tiré dessus devant les Nations Unies, les moniteurs de droits de l'homme, à l'arme lourde. Il y a des gens qui n'avaient pas, qui étaient sans défense. Et d'ailleurs, je reproduis le témoignage des casques bleus australiens qui étaient là. Il y a un qui a dit qu'il est arrivé, il pensait avoir à faire une décharge publique alors que c'était des corps humains. Donc ça vous donne une idée. Un autre militaire de la MINUAR, donc de la mission des Nations Unies au Rwanda, a dit les gens de Kagame, les soldats de Kagame, ce sont des animaux qui savent se servir des armes. Parce qu'il avait été choqué par le niveau de violence que ces gens ont déployé contre les Hutus. Et c'est ce qu'on a pu observer aussi en RDC à partir de 1996. Et qu'on observe encore aujourd'hui avec l'M23. Et dans l'introduction, vous dites que vous reproduisez les propos du président François Mitterrand, où vous dites que c'était une guerre africaine, mais à la manœuvre, il y avait les États-Unis. Exactement. Vous pensez que les États-Unis ont choisi ces gens parce que c'est des animaux humains qui portent des armes? Animaux entre guillemets, hein? Les Je mets vraiment entre guillemets exactement. quand on a ces comportements. Oui, les États-Unis les ont choisis pour des raisons strictement géopolitiques et stratégiques. Mais ils les ont soutenus à bout de bras, pas seulement pendant le génocide, mais après. Et on a vu ce qu'ils ont fait en RDC. D'ailleurs, dans un des chapitres du livre où je parle de complaisance diplomatique, et justement, qui aborde la question qui est abordée par les journalistes, le documentaire de Forbidden Story, où il y a un chapitre du livre où moi j'explique que non seulement le Rwanda se livre à des assassinats à l'étranger, mais il est protégé par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et je relève des cas précis où l'on voit, par exemple, quand Karake Karenzi a été arrêté, l'ancien patron du service secret rwandais, en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, oui. Parce que l'Espagne avait lancé un mandat d'arrêt contre 40 proches collaborateurs de Kagame pour leurs crimes au Congo et puis au Rwanda. Et l'Espagne, il faut toujours rappeler, parce que beaucoup de nos compatriotes ne le savent pas, mais l'Espagne a enquêté sur les crimes de Kagame au Rwanda et au Congo je crois, de 93 à 2002, je crois, l'Espagne. Non, 90 à 2002. Et ils ont identifié des soldats rwandais de Kagame, des hauts gradés, qui ont perpétré des crimes de masse dans la région. Et c'est la raison pour laquelle le juge espagnol, Fernando Andreu, avait lancé des mandats d'arrêt. Alors, lorsqu'ils ont arrêté Karake Karenzi, qui faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol par rapport au mandat espagnol, d'abord, Karake Karenzi a été arrêté à Londres. Ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en détention. Il a payé 1,4 million de livres sterling, je crois, de caution. Il a été défendu par l'avocate Cheryl Blair. C'est l'épouse de Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique. Il devait être jugé en Grande-Bretagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Les autorités britanniques ont fait sauter le dossier. Les autorités judiciaires. Et moi, j'en ai discuté avec le procureur espagnol, qui m'a dit qu'il était choqué. C'est-à-dire qu'ils ont monté un dossier, on leur a dit que oui, on a arrêté Karake Karenzi, vous devez venir le voir ici, envoyer les documents comme cela se fait d'habitude quand il y a une notice rouge d'Interpol pour une extradition. Au final, il n'y aura pas d'extradition, le monsieur a regardé Kigali, et puis il n'y a plus rien eu. Et le procureur espagnol me dira qu'il a été choqué de voir que la Grande-Bretagne, qui est alliée, qui était dans l'Union européenne à l'époque, je pense, et qui est alliée de l'Espagne, a préféré se ranger du côté du Rwanda que du côté de l'Espagne. Un autre cas que je relève, c'est le cas d'un major américain qui a été arrêté par les douanes américaines. La même chose, lorsque les Espagnols ont appris qu'il avait été arrêté, le juge espagnol Fernando Andreu est entré en contact avec les Américains et tout d'un coup on nous a dit non, il n'est plus là. Et en fait, il n'a jamais été là, il a voyagé, il est rentré au Rwanda. Et donc là encore, on a appris que c'est faux. Ce monsieur était aux États-Unis et il a circulé comme il le voulait. Et les Américains ont donné des garanties au Rwanda, à Kagame, que ces hommes ne seront pas arrêtés alors qu'il y a un mandat d'arrêt international émanant d'un pays allié des États-Unis. Donc ça vous donne une idée de ce qui se passe, de l'impunité qui a été assurée à ces gens-là. Il y a un autre cas que je traite dans le livre, d'un Canadien qui était témoin gênant des massacres à l'est du Congo,
à l'époque où le Rwanda massacrait des gens à l'est du Congo. Ce Canadien d'origine belge avait tout vu. Et quand ils ont su, les Rwandais l'ont appris, ils ont voulu l'assassiner au Canada. Et ce monsieur qui a travaillé pour la Croix-Rouge a tout fait pour que son cas soit traité par les responsables de la Croix-Rouge. Personne ne voulait s'occuper de son cas jusqu'à ce qu'il ait saisi la justice. Et à ce moment-là, les services de renseignement canadiens, les autorités canadiennes sont entrés en jeu et après ces ennuis ont été mis de côté. Donc ça vous donne une idée de l'impunité assurée aux criminels qui règnent aujourd'hui à Kigali. Donc quand on parle de soutien diplomatique, il s'agit d'un véritable soutien. Et les Américains, d'ailleurs, ont contacté les Espagnols pour leur demander de mettre de côté les mandats d'arrêt qui visaient les proches de Kagame. Lorsqu'on parle de 30 ans de crimes qu'il y a dans la région des Grands Lacs, c'est notamment au Rwanda, mais également au Congo. Alors là, vous consacrez tout un chapitre, je crois que c'est le chapitre 4, sur des scènes de chasse dans la jungle congolaise. Oui. On a vu le film de Thierry Michel sur l'Empire du Silence, où il montrait certaines images. On a vu le film de Baloufou. Que vouliez-vous nous apprendre par ces scènes de chasse dans la jungle congolaise? J'avais déjà traité un peu, je suis revenu sur cette affaire-là, parce que vous savez, c'est de cette scène de chasse, justement, entre guillemets, qui émane l'enquête qui a mené à la production du rapport mapping. Et je voulais apporter aussi d'autres éléments nouveaux pour montrer que, là encore, quand vous lisez le rapport mapping, nulle part on vous parle du rôle prépondérant des États-Unis et de leurs alliés dans cette histoire, dans les massacres des réfugiés Hutus et des Congolais à l'est du Congo jusqu'à Mbandaka en remontant pour aller pour redescendre vers Kinshasa. Et d'ailleurs, je reproduis un témoignage qui, de mon point de vue, est très important. Celui de Nzanga Mobutu. Oui, le fils de Mobutu, parce que pendant cette guerre de l'AFDEL, on l'a même vu, bon, il était un peu réservé, mais son père l'a mis en avant, il est passé à la mais télé. ce que les gens ne savent pas... Oui, ça c'est la première fois qu'on découvre dans les livres. Exactement. C'est que Nzanga Mobutu était envoyé secrètement aux États-Unis par Mobutu. Pendant qu'il y avait les négociations avec Laurent Désiré Kabila et que Mobutu était mis au banc de la communauté internationale, le maréchal avait envoyé Nzanga Mobutu aux États-Unis pour essayer de faire comprendre aux Américains que leur politique à l'égard du Congo n'était pas bonne. Et Nzanga m'a expliqué ça lorsqu'il est rentré dans le bureau de Kofi Annan, de Boutros Ghali, qui est à l'époque le secrétaire général de l'ONU. Lorsqu'il est rentré dans son bureau, Nzanga m'a dit que Boutros Ghali lui a dit « Écoutez, jeune homme, les dés sont pipés, votre père est cuit, ce sont les Américains, ils ne veulent pas lâcher, ils ne veulent plus de lui. » C'est celui qui lui dit ça, c'est Boutros Ghali, le secrétaire général des Nations Unies de l'époque. Et tout ça permet de comprendre en fait tout ce qui s'est passé par la suite. La façon dont le Rwanda a massacré dans l'indifférence totale de la communauté, bon, pas l'indifférence totale de tout le monde, mais les États-Unis de leurs alliés, les réfugiés Hutus et les Congolais. Et d'ailleurs, moi j'ai toujours été surpris de constater que dans le rapport mapping, on n'a jamais relevé le rôle des grandes puissances, en l'occurrence celui des États-Unis dans le massacre des réfugiés des Congolais, parce qu'il faut rappeler, et je l'explique aussi dans le livre, les Américains ont mis à la disposition de l'AFDEL de l'époque et des Rwandais surtout, des avions espions Orient qui ont supervisé quand même le massacre des populations civiles. Je pense que demain, peut-être la Cour suprême des États-Unis, à l'initiative de certains Congolais de certains Américains d'origine congolaise, pourra se saisir, parce que ça, c'est l'argent du contribuable américain qu'on a utilisé pour ce genre de massacre. Et ce témoignage de Nzanga Mobutu est inédit. Il a vu l'archevêque de New York, il a vu Rockefeller. Il a vu Rockefeller, il a vu l'archevêque, il avait vu beaucoup de gens. Mais ce qui est encore plus frappant pour voir à quel point les Américains étaient déterminés à se défaire de Mobutu, Nzanga m'a expliqué que même son visa avait une portée réduite. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait à faire, c'est de rester dans son appartement, dans son hôtel, et d'aller rencontrer des responsables américains et autres, et puis de revenir. Il n'avait même pas le droit de sillonner les États-Unis alors qu'il avait un visa. Parce que les États-Unis étaient déterminés à se défaire du maréchal Mobutu. C'est un témoignage inédit, en effet. Et pour se défaire du maréchal Mobutu, il faut tuer des millions de Congolais. S'il le faut, oui, aux yeux des Américains, oui. Et après avoir perpétré tous ces massacres, ils se sont adonnés à une certaine neutralisation des témoins gênants et ils se sont livrés à une certaine complaisance diplomatique. C'est d'ailleurs votre chapitre 4. C'est ce que j'ai expliqué, c'est ce que je viens de dire. C'est qu'ils ont tout fait pour que tous les criminels rwandais ne soient pas poursuivis. Ils l'ont fait chez eux
ou même quand les Rwandais ont été poursuivis par les Espagnols, mais ils l'ont aussi fait au niveau de l'ONU, parce que je dois rappeler que au TPIR, Carla Del Ponte, Charles a parlé de ça déjà, mais, moi je vais vraiment dans les détails. Lorsque Carla Del Ponte a voulu ouvrir des enquêtes spéciales contre les hommes de Kagame, et ce qui s'est passé, c'est que les Américains sont intervenus pour lui dire non. Et donc Pierre-Richard Prosper, qui était à l'époque l'ambassadeur américain pour les crimes de guerre, a demandé à Carla Del Ponte, lui a présenté un papier, un document, dans lequel il était mentionné qu'il fallait laisser le Rwanda s'occuper de ses propres soldats. Et donc pendant plusieurs jours, il y a eu des négociations extrêmement difficiles entre Carla Del Ponte, les Rwandais soutenus par les Américains, et Carla Del Ponte n'a pas bougé d'un iota, et donc on a décidé de l'écarter du tribunal pénal international pour le Rwanda. Au regard de ce que vous dites, donc, il faudrait repenser les narratifs du génocide rwandais. Est-ce que c'était un génocide généralement pour des raisons raciales, ethniques, ou c'était autre chose? C'était autre chose. Le génocide rwandais n'avait rien d'ethnique au fond, je dis bien au fond. C'était un conflit politico-militaire dans lequel l'ethnie a été instrumentalisée. Je l'explique longuement dans le livre, je le détaille, je montre comment tout ça s'est articulé. Et d'ailleurs, parce que ça c'est une chose qu'on ne dit pas souvent, lorsque Habyarimana est assassiné, le 6 avril 1994 à 20h30, qui est-ce que les extrémistes Hutus vont d'abord massacrer? Ce sont les opposants Hutus, ce ne sont pas les Tutsis. La première ministre Agathe Uwilingiyimana, elle était Hutu, on l'oublie. Et donc, je vois, elle est morte avec des Belges. Oui, il y avait des casques bleus belges. Pardon, exactement, parce qu'on l'a assassiné avec les membres de sa famille et les casques bleus belges. Et il y a plusieurs... pendant que les extrémistes Hutus massacraient les opposants Hutus, le FPR de Kagame massacrait de son côté aussi les opposants Hutus et les gens du pouvoir Hutu, l'élite Hutu de manière générale, et les Tutsis qui soutenaient Habyarimana. Ça, c'est une chose qu'on ne dit pas. Et l'autre fait important, c'est qu'il faut que les gens retiennent une chose, c'est que dans le dossier du Rwanda, il n'y a pas eu de rivalité entre Hutu et Tutsi sur Habyarimana. C'était une rivalité entre le Hutu du Nord et les Hutus du Sud. Pendant, je vais faire l'historique rapide du Rwanda. Avant l'indépendance du Rwanda en 1962, le Rwanda est une monarchie, on le sait, qui était dirigée par des Tutsis. En 1959, les Hutus décident de se rebeller et ils vont renverser la monarchie Tutsi. C'est ce qu'on va appeler la Toussaint rwandaise ou la révolution sociale de 1959 qui va mener plusieurs Tutsis en exil et le Rwanda va devenir une république. De 1962 jusqu'en 1973, c'est un président Hutu qui s'appelle Grégoire Kayibanda qui règne au Rwanda. Lui, sous son régime, c'est vrai qu'il y avait quand même des programmes contre les Tutsis. Et cela ne va pas plaire à certains Hutus. Et c'est comme ça qu'Habyarimana va faire son coup d'État. Parce que on reprochait à tort ou à raison au président Kayibanda de s'en prendre aux Tutsis ou d'instrumentaliser la question ethnique, mais aussi de marginaliser les Hutus du Nord. Donc ceux qui font le coup d'État de 1973, Habyarimana, c'est un Hutu du Nord. Et quand il prend le pouvoir, il neutralise le pouvoir qui était là avant, composé des Hutus du Sud. Et donc, sous le règne d'Habyarimana, il y aura des tensions récurrentes et permanentes, non pas entre Hutus et Tutsis, mais entre Hutus du Nord et Hutus du Sud. Et donc, les Tutsis vont soutenir Habyarimana parce que lui, il va à un point tel que certaines personnes vont le suspecter même d'être Tutsi. Et la personne qui me dit ça, c'est le directeur de cabinet du président Habyarimana, M. Enoch Ruigira, que je salue. Il m'a expliqué qu'il y avait des Hutus qui d'ailleurs soupçonnaient Habyarimana d'être Tutsi parce qu'il était très favorable aux Tutsis. Et c'est sous le régime d'Habyarimana que la plupart des Tutsis ont prospéré économiquement. Et donc quand la guerre commence en 90, la guerre de Kagame, donc ceux qui sont allés en exil depuis longtemps, commencent le 1er octobre 90, des Hutus, des intellectuels Tutsis, écrivent une lettre ouverte dans laquelle ils fustigent Kagame. Et c'est pour ça que pendant le génocide, Kagame n'hésitera pas à tuer tous ces Tutsis qui étaient avec Habyarimana. Et il faut aussi rappeler que dans l'armée rwandaise, même s'il y avait beaucoup de Hutus, il y avait aussi des Tutsis qui se sont battus contre le FPR. Donc le récit officiel qui nous présente un conflit de manière manichéenne, avec d'un côté les méchants Hutus et de l'autre des gentils Tutsis, ne résiste pas à l'épreuve des faits.
Et c'est ça que moi j'essaie d'expliquer dans le livre. Et d'ailleurs, je reproduis, j'ai beaucoup de témoignages là-dedans. J'ai par exemple interrogé une militante des droits de l'homme, Monique Moujoa-Maria, qui était pendant longtemps soupçonnée à tort ou à raison d'être proche du FPR à l'époque. Quand il y a eu la guerre du FPR en 90, il y a eu des arrestations massives. Près de 10 000 personnes ont été arrêtées pendant la guerre du FPR, au tout début de la guerre. Et dans les médias occidentaux, on a présenté ces gens-là comme étant on dit que c'était des Tutsis. Mais moi, j'ai appris qu'en réalité, la majorité des personnes incarcérées étaient Hutus. C'était des Hutus de l'opposition. Donc le récit officiel ne résiste pas à l'épreuve du temps et à la force de la vérité, parce qu'en réalité, au Rwanda, on n'a pas eu affaire à une guerre entre les Hutus et les Tutsis, on a plutôt eu affaire à deux segments, deux partis qui se sont affrontés militairement et politiquement, tout avec un fond d'instrumentalisation du fait ethnique, parce qu'au Rwanda, les gens sont quand même catégorisés, et ils sont ethniquement catégorisés. Donc à partir de ce moment-là, l'ethnie est devenue un élément opérant. Mais elle n'a jamais été l'élément de fond au cœur de la tragédie et même de la guerre entre les deux parties. Est-il vrai que certains responsables des Interamwe étaient des Tutsis? Le président des Interamwe, Robert Kajuga, c'était un Tutsi. Et d'ailleurs, j'explique dans le livre ici comment le vice-président des Interamwe a sauvé des responsables Tutsis qui sont aujourd'hui au pouvoir à Kigali. Et Kagame qui crie aux Interamwe à longueur. Exactement. Et j'explique encore dans le livre comment on instrumentalise les Interamwe au Congo. Et d'ailleurs, on va peut-être arriver dans le cas du Congo, mais j'explique une chose importante dans le livre. On comprend mieux la stratégie de Kagame au Rwanda en regardant comment ces hommes se sont comportés en RDC. Parce que là-bas, on nous a dit qu'au Rwanda, parce qu'il y a des témoignages, il y a des documents qui montrent que les Interamwe étaient noyautés par les hommes de Kagame pour commettre des crimes contre les Tutsis. Et au Congo, qu'est-ce qu'on a observé? Des Interamwe qui étaient de connivence avec le Rwanda pour profiter de leur présence au Congo, pour continuer à piller les ressources naturelles du pays. Oui, ça c'est quand même assez terrible. Alors, vous avez par exemple au niveau du chapitre 17, où vous parlez de cache-sexe génocidaire et le projet de démembrement de la République démocratique du Congo. Oui. Existe-t-il ces projets? Ce projet existe, c'est dans la tête des dirigeants rwandais et même de Kagame. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas plus tard que l'année dernière, Kagame avait dit lors d'une visite au Bénin que la guerre du 1-23, il a dit que le Rwanda, une partie du Congo appartenait au Rwanda par le passé, et que ça c'est l'histoire. Il y avait un sous-entendu qui est que, en réalité, la guerre que mène le 1-23 serait menée pour atteindre cet objectif-là, de récupérer peut-être cette terre-là qui aurait appartenu au Rwanda. C'est que le professeur Ndayouel a démontré dans un document. Il y a même un article intéressant. Moi, j'ai écrit, il y a un article intéressant du professeur Ndayouel qui explique ça. Mais écoutez ce que dit, je l'ai dit plusieurs fois, Steve Edge lui-même le dit, l'implication du Rwanda dans l'orchestration de la rébellion du 1-23 devient plus compréhensible lorsqu'elle est comprise comme un vecteur déterminé et calculé pour conduire à la création d'un État fédéral autonome à l'est du Congo. Ce sont les responsables des services de renseignement rwandais et ougandais qui ont confié cela à Steve Edge. Donc, il y a toujours eu un projet de démembrement du Congo. Et ça, j'ai retrouvé aussi un article intéressant du New York, non, c'était un journal américain, le Wall Street Journal, de 99, 3 mois après le début de la Deuxième Guerre. Qu'est-ce que le journaliste de Wall Street Journal dit? Il dit, à l'époque de Clinton, il dit Kagame veut réactiver l'ancien projet qui consiste... En fait, Kagame remet en question les frontières héritées de la colonisation et Bill Clinton semble l'accompagner. Il veut un second Berlin pour le Congo et Bill Clinton semble vouloir l'accompagner sur ce terrain-là, dans cette direction. D'ailleurs, Pasteur Bizimungu aussi en avait parlé. Oui, il avait sorti une carte de la région en indiquant qu'une partie de l'Est congolais appartenait au Rwanda. C'est que le général Kaneru Gaba, le fils de Museveni, aussi avait dit une fois, lorsqu'il laissait sous-entendre que Kagame serait son oncle, il a quand même parlé... Exactement. Il y a, quand on parle de ce projet,
on a l'impression qu'il s'agit peut-être d'un délire de quelques Congolais qui ne comprendraient rien. Non, c'est un projet qui existe. C'est surtout les prétendus spécialistes occidentaux qui ne comprennent rien à cette dynamique-là. Mais le projet de démembrement du Congo est un projet réel qui a été discuté déjà par les Américains en 1996, puis en 1998 lors d'un séminaire sur les minerais stratégiques à Chicago, puis par la suite au Rwanda, et les Rwandais ont plus d'une fois repris cela. Donc, ils ne l'ont jamais caché. Et quand Kagame dit qu'une partie de l'Est congolais appartenait au Rwanda, ça en dit long. Il le dit dans le cadre de la discussion portant sur la guerre du M23, qui est en fait un groupe terroriste satellite mis en place par le Rwanda et l'Ouganda, parce que c'est important de rappeler que le M23 a été créé par le Rwanda et l'Ouganda en 2011-2012 pour déstabiliser et continuer à piller le Congo, bien que l'Ouganda et le Rwanda n'aient pas la même approche de la question congolaise. Peut-on affirmer que l'entrée du Congo dans l'EAC participe de ces projets? L'entrée du Congo dans l'EAC a été c'est une grande erreur, pour ne pas dire une terrible bêtise, quand on sait que tous ces pays-là ont le regard braqué sur la RDC, voulant se servir du marché congolais, parce que le Congo n'a rien à offrir à ces pays-là, à part ses ressources naturelles et son marché intérieur. Et donc, eux veulent en profiter, mais le Congo ne profite de rien par rapport à ça. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, puisque Félix Tshisekedi dit vouloir se défaire du Rwanda, ou ne veut plus, en tout cas, est en rupture avec le Rwanda, je pense qu'on devrait revoir ce rapport-là, notre appartenance à l'UAC, parce qu'elle n'apporte rien à la RDC. Est-il sincère, Félix Tshisekedi, lorsqu'il est dit? Je crois qu'il est sincère. Pendant mon enquête, j'ai discuté avec beaucoup de gens, pas seulement du côté congolais, mais du côté rwandais, du côté ougandais, du côté burundais et aussi du côté occidental. Ce qui est sûr, c'est que Félix Tshisekedi est beaucoup irrité par le comportement de Kagame à son égard, parce que Kagame s'est montré très condescendant à son égard, allant jusqu'à dire qu'il n'a pas gagné les élections. Je pense que c'est une chose qui l'a beaucoup affecté personnellement, parce que quand vous analysez la posture de Félix Tshisekedi, vous vous apercevez que c'est quelqu'un qui est quand même assez émotif, si je peux dire ça comme ça. Et par rapport à la question de sa position par rapport au Rwanda, c'est vrai que Félix Tshisekedi est en rupture, du moins, je dirais, au niveau de la rhétorique, parce qu'on ne le voit pas encore au niveau du terrain, mais au niveau de la rhétorique, il est vrai qu'il y a une rupture avec le Rwandais, cela m'a été confirmé. Maintenant, entre la rupture rhétorique et la rupture sur le terrain, il n'y a qu'un pas. Ah, mais comment expliquez-vous, par rapport à ce que vous dites, les révélations que vous faites dans le livre sur le voyage de Mme Tshisekedi, donc Denise Nyankeru, au Rwanda? Oui, mais parce qu'à l'époque, c'était le grand amour entre la RDC de Félix Tshisekedi et le Rwanda de Paul Kagame. Maintenant, on sait tous que lorsque Madame Denise Nyakeru Tshisekedi est allée au Rwanda, cela fait grand bruit. On a entendu beaucoup de choses, on a parlé de sa prétendue filiation rwandaise, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et moi, j'ai voulu vérifier, donc j'ai discuté avec beaucoup de gens, j'ai appelé des gens un peu partout pour savoir ce qui s'est passé. En fait, quand Denise Nyakeru Tshisekedi est allée au Rwanda, c'était sur conseil de la première dame de la Namibie, je crois, qui a une fondation qui s'occupe des œuvres de charité. Et cette dame, elle fait partie de l'organisation des premières dames d'Afrique. Et lorsque Denise Nyakeru a voulu se lancer dans les œuvres de charité, la femme, l'épouse du président, la première dame de Namibie, je crois, lui a conseillé d'aller voir Madame Kagame, Madame Jeannette Kagame. Et c'est comme ça que Denise Nyakeru s'est rendue au Rwanda. C'était ça la véritable raison de son voyage au Rwanda. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont dites, parce que moi j'ai demandé, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, quand Félix Tshisekedi et Paul Kagame étaient des potes, des frères, c'est Félix qui a dit ça, c'était le grand amour. Et d'ailleurs, j'explique dans le livre que lorsqu'il y a eu le volcan à Goma, les vivres qui ont été distribués aux habitants, aux populations locales, provenaient des stocks de la fondation de Madame Kagame. C'est dire. Oui. Alors, mais après, on a vu ce qui s'est passé avec cette histoire du M23 et puis cette rupture entre Félix et Kagame.
Voilà. Alors, il y a un autre chapitre quand même assez intéressant, c'est le chapitre 19, où vous parlez du complexe espéro-intellectuel et la haine intellectuelle de Hutu. Ils ont tout un complexe et ils ont une haine du Hutu. La haine n'est pas vraiment un vocabulaire politique, mais au Rwanda, ça fait partie de leur vocabulaire politique. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en exergue dans ce chapitre? En fait, dans ce chapitre, j'examine surtout le rôle des universitaires, des médias et de certains militants de droits de l'homme occidentaux. C'est ça que vous appelez le complexe FPRO-intellectuel. Oui, le FPR et puis FPRO-intellectuel. Donc j'ai emprunté ça à l'expression le complexe militaro-industriel. Oui. Donc, là, j'ai parlé du complexe FPRO-intellectuel. Et il y a dans beaucoup de pays occidentaux des gens, des universitaires, beaucoup de gens qui soutiennent le Rwanda. Surtout en partant de son histoire tragique, de ce génocide. On a fait de Kagame celui qui a stoppé le génocide. À partir de ce moment-là, il n'est plus possible d'interroger le rôle de Kagame, surtout en France. Même moi-même qui vous parle, j'ai été attaqué en 2021 par un site très connu qui est consulté par les médias, un observatoire qui s'appelle Conspiracy Watch, qui m'avait attaqué. On m'a accusé d'être un génocidaire parce que j'avais écrit un article dans Sputnik dans lequel je remettais en question la version officielle relativement à l'arrestation de M. Vincent Karega. Non, pas Vincent Karega, celui qu'on appelle le financier du génocide. Non, l'homme d'affaires rwandais, son nom m'échappe, mais oui. C'est l'homme d'affaires, l'un des hommes les plus riches du Rwanda qui a été arrêté en 2021 et j'avais écrit un article à son sujet. On m'a traité d'avoir des sympathies avec les génocidaires et tout ça. Et donc en France et dans plusieurs pays occidentaux, on observe ça. Et ça permet aussi de comprendre l'indifférence et parfois la condescendance que certains journalistes ou universitaires manifestent à l'égard des Congolais ou des gens en RDC qui disent très clairement que le Rwanda a des visées hégémoniques dans l'est du pays. Et donc, moi, j'ai voulu m'intéresser à tous ces gens-là, à voir comment ils opèrent, comment fonctionnent, parce qu'il y a tout un lobby aujourd'hui. Et ça, c'est important pour les Congolais de comprendre ça. C'est que lorsque les Congolais manifestent, ils veulent passer dans les médias, ils ne passent pas souvent, le Rwanda a des relais. C'est-à-dire que même si Kagame ou ses hommes ne passent pas sur les chaînes françaises, RFI, France 24, tout ce que vous voulez, ils ont quand même des relais en France, en Belgique, des journalistes, des universitaires et voire des militants de droits de l'homme qui sont acquis à ce que j'appelle la cause Tutsi. Et ces gens-là défendent la doxa officielle sur les grandes chaînes de télé. Et c'est la raison pour laquelle, vous avez vu, pendant les commémorations des 30 ans, c'est pas encore fini, ça finit en juillet, une dame, une journaliste de Libération, Maria Malagardis, passer et vanter le M23, défendre le M23. Or, cette dame-là, Maria Malagardis, qui est dans Libération, c'est elle qui s'intéresse beaucoup à la région des Grands Lacs, qui commente les événements dans la région des Grands Lacs. Elle est journaliste à Libération, mais elle appartient au réseau français de Paul Kagame. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprendra pas la couverture médiatique biaisée qu'on observe. L'autre chose qu'il faut dire aussi, la présidence de France Média Monde, Madame Saragosse, vous le savez, celle qui est à la tête de France Média Monde. RFI, France 24, Monte Carlo, Doualia. Exactement. C'est une amie de Louise Mouchikouabo. Et on avait passé le message à France 24 à RFI de ne pas recevoir, par exemple, Charles Onana. Charles Onana avait intenté un procès dans ce sens-là. Donc c'est important de savoir ça, d'identifier ces gens-là. C'est aussi bien important pour les Congolais lambda que pour les autorités congolaises. Donc, sans ôter aux futurs lecteurs l'envie de lire les livres, nous sommes en France, c'est un chapitre quand même qui nous intéresse. Oui. Parce que là, vous parlez du cas de l'historien Duclerc, c'est lui qui a fait les rapports Macron. Oui, mais oui, prenez cet exemple-là. Vincent Duclerc, c'est un historien français à qui Emmanuel Macron, le président Macron, a chargé de rédiger un chapitre sur le rôle de la France dans le génocide. Il a produit un rapport de près de 1000 pages. Il était entouré de plusieurs historiens. De 1000 pages sur le rôle de la France, la responsabilité de la France, tout ça. Ça fait grand bruit. Et d'ailleurs, Vincent Duclerc a été beaucoup cité, interrogé par les médias français. Mais ce que les gens ne savent pas, d'abord, la première chose, Vincent Duclerc n'est pas un spécialiste de la région des Grands Lacs. Il ne savait rien de cette région. Son livre qu'il a sorti sur le Rwanda,
C'est un livre qui analyse les archives françaises sans les contextualiser, sans comprendre le contexte dans lequel le conflit s'est déroulé, tant sur le plan national que sur le plan régional et géopolitique. Donc Vincent Duclercq est un nain en ce qui concerne, je le dis avec tout le respect que je lui dois, c'est un nain dans la compréhension des événements survenus au Rwanda. Et c'est ce monsieur qui a été chargé de rédiger ce rapport. Et c'est ce rapport qui a permis officiellement au Rwanda et à la France de se réconcilier. Mais aujourd'hui, et je l'explique dans le livre, on sait que Vincent Duclercq l'a fait, c'est une commande politique. Et Vincent Duclercq évolue dans des milieux associatifs proches et intellectuels proches de Paul Kagame, des gens qui sont proches de Kagame. Donc pas objectif. Il n'est pas objectif et d'ailleurs... avec une crédibilité entachée. Oui, mais d'ailleurs, ce qu'on ne dit pas, le rapport qu'il a produit de 1000 pages sur le rôle de la France, la conclusion, c'est lui-même qui l'a écrit, ce n'est pas les autres universitaires qui l'ont rédigé de manière collégiale. C'est lui-même qui l'a écrit et la conclusion du rapport n'a rien à voir avec le corps du rapport. Mais dans l'introduction, il disait déjà que l'objectif du rapport, c'était de réconcilier la France. Mais il l'a même dit publiquement. Et le pire, ce que les gens ignorent, pour un certain nombre de gens, Vincent Duclercq a été chargé par Emmanuel Macron de faire ce rapport. Il a rédigé son rapport avec un collège d'historiens. Il a fini de rédiger le rapport, il l'a remis à Emmanuel Macron, mais après il est allé remettre ça à Kagame au Rwanda. Je rappelle aussi un détail que je relève dans le livre, parce que j'ai demandé à lui parler. Il n'a pas voulu. Je demandais à parler aux universitaires avec lesquels il a travaillé, il n'a pas voulu. Vincent Duclercq, ce n'est pas son premier rapport sur les génocides. Il a produit en 2018 un rapport sur l'histoire des génocides, sur l'enseignement des génocides en France. Et vous savez ce qu'il y a dedans? Dans ce rapport, qui étudie tous les crimes de masse qui ont eu lieu dans le monde, et qui va être enseigné aux jeunes Français, on décrit les génocides des Juifs, des Arméniens, d'un peu partout. Sauf, quand on arrive en Afrique, les crimes de masse, on parle de tout, sauf des crimes qui ont été perpétrés au Congo et au Burundi. Donc les crimes qui ont été perpétrés par les Tutsis du FPR, par les Tutsis du Burundi, ça on ne les a pas relevés. Et dans le livre, j'ai interrogé beaucoup d'universitaires, des professeurs émérites, qui m'ont clairement dit que Duclercq n'est pas crédible, que la plupart des spécialistes du Rwanda, ici en France, appartiennent au réseau de Kagame, et ces gens sèment une telle terreur dans le milieu universitaire sur la région des Grands Lacs que personne n'ose les critiquer. Par conséquent, la plupart des gens qui m'ont parlé d'eux l'ont fait sous le couvert de l'anonymat. En France, un pays démocratique. Oui, censé être démocratique, oui. Alors, il y a quelque chose aussi qui m'intéresse. Chaque fois qu'on parle du dossier rwandais, surtout de ceux accusés d'avoir perpétré le génocide, on voit toujours un certain monsieur Gauthier et sa femme rwandaise. Oui. Et je vois que vous en parlez dans les livres. Oui, j'ai décidé... Qu'est-ce qu'on peut savoir au-delà d'aller lire les livres? J'ai décidé de consacrer un chapitre à ce couple, à ce célèbre couple français, parce que on les voit partout. Vous l'avez dit, dans tous les dossiers du Rwanda, du génocide, ce sont eux qui traquent un peu ce qu'ils appellent les génocidaires Hutus à travers l'Hexagone, à travers la France. Mais moi, j'ai voulu comprendre, parce que ces gens-là, depuis le début, ils traquent les Hutus, toujours les Hutus, mais n'ont jamais traqué les Tutsis. Alors que le génocide est le résultat d'un affrontement militaire entre deux camps. Donc on ne peut pas nous dire qu'au Rwanda, les Tutsis n'ont pas commis des crimes. Seulement les... Même s'il est vrai que certains Hutus aussi ont commis des crimes. Et d'ailleurs, je dis dans le livre que les personnes qui ont été condamnées, parce que je reviens beaucoup sur l'instrumentalisation des juridictions occidentales étrangères, je dis que je ne peux pas préjuger ici qu'ils sont coupables ou innocents. Je n'en sais rien. Ce que je remets en question, c'est la procédure judiciaire. C'est tout. Maintenant, pour parler des Gauthier, Alain Gauthier est un instituteur à la retraite et son épouse, Dafrosa, c'est la cousine de James Kabarebe. Oui, c'est la cousine de James Kabarebe. Donc le Gauthier est c'est le beau-frère de James Kabarebe. C'est la première chose qu'il faut relever. Or, James Kabarebe, dont le nom est cité beaucoup comme dans les crimes de masse. Voilà. Donc, Dafrosa, c'est la cousine de James Kabarebe, premièrement. Deuxièmement, elle était à la tête de la communauté rwandaise de France. En réalité, c'est la communauté Tutsi pro-Kagame de France. Ok. Troisièmement, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils découvrent qu'il y a un Hutu quelque part qu'ils veulent poursuivre, ils vont monter un dossier. Mais pour monter le dossier,
ils se rendent au Rwanda. Or, le Rwanda est un pays hyper contrôlé. Étrangement, quand les Gaultier vont au Rwanda, on leur ouvre grandement les portes des prisons pour parler aux gens, pour trouver des témoins qui vont par la suite venir témoigner en France contre les Hutus que ce couple-là va cibler. Et, fait intéressant, je suis tombé sur la biographie autorisée de ce couple-là, je ne sais pas si c'est une biographie autorisée, mais il y a un livre qui a été écrit sur le couple Gaultier. Écrit par qui? Maria Malagardis, la fameuse journaliste de Libération, pro-Kagame. Et dans cet article, dans ce livre, Maria Malagardis dit très clairement que les Gaultier sont pro-Kagame. Qu'il l'assume parce que c'est Kagame qui aurait sauvé les membres de la famille de l'épouse de Gaultier. C'est ce qu'elle dit, elle assume. Donc les Gaultier, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent des dossiers au Rwanda avec la complicité du gouvernement rwandais. En réalité, ils ne montent pas de dossiers. C'est le gouvernement rwandais qui monte des dossiers au Rwanda, qui confie aux Gaultier, qui vont remettre aux autorités judiciaires françaises, qui vont ouvrir une enquête, une information judiciaire contre des Hutus qui sont ciblés. Et c'est comme ça qu'ils pourrissent la vie de beaucoup de Hutus rwandais ici en France. Autrement dit, c'est une espèce de bras judiciaire du gouvernement rwandais pour traquer et martyriser judiciairement. Exactement, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en France, vous avez près de 40 dossiers actuellement qui sont étudiés par le pôle génocide des crimes contre l'humanité du parquet de grande instance de Paris. Près de 40 dossiers. Presque tous pilotés par les Gaultier. Il y a eu des condamnations en France, je crois, il y a eu 6 procès ou 8 procès, avec toutes ces procès ont abouti à des condamnations des Hutus. Tous. Je ne dis pas que ces gens-là sont nécessairement innocents ou coupables. Mais ce que je sais, c'est que les procédures judiciaires sont viciées. Et qui m'a dit ça? C'est un juge français. Je reproduis dans le livre les témoignages d'un juge français qui me dit que ses collègues ne comprennent rien à la région des Grands Lacs, que les Hutus sont condamnés à tour de bras pour faire plaisir à Kagame, et que de toute façon, les juges français, la plupart de ses collègues sont corrompus. C'est ce qu'il dit. Et il compare les procès des Hutus rwandais ici en France au fameux procès pour sorcellerie au XVIe et XVIIe siècle en France. Et c'est à travers ce juge-là que j'ai découvert justement comment la justice française a enterré le dossier de l'attentat du 6 avril 1994. Avec la nomination de Trévidic, parce que là j'ai lu des choses comme assez graves. Oui, parce que comment est-ce qu'on fait tomber le dossier? Pour faire la jeunesse de l'histoire, on sait que l'attentat contre Habyarimana a provoqué le génocide. Dans l'avion, donc, élément déclencheur selon l'ONU. Dans cet avion, il y avait 3 membres d'équipage français. Leurs familles ont décidé d'ouvrir une enquête, de déposer plainte. Et le juge Jean-Louis Bruguère, a ouvert une enquête qui a abouti à l'émission de 7 mandats d'arrêt internationaux contre des proches de Kagame. Et donc, ces mandats d'arrêt ont mené à la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda. Ça, on le sait. Mais lorsque Sarkozy arrive au pouvoir, il décide de se réconcilier avec Kagame, de se rapprocher de Kagame. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nomme Bernard Kouchner au ministère des Affaires étrangères. Or, Bernard Kouchner est un ami de Paul Kagame. Et Bernard Kouchner va mettre en place une task force composée de Charlotte Montel, au Quai d'Orsay, d'une magistrate qui s'appelle Sylvie Pans, et un monsieur qui s'appelle Laurent Contini, qui va être nommé par la suite ambassadeur de France au Rwanda. Ce sont ces individus-là qui vont travailler pour court-circuiter le dossier de l'attentat. Alors, Bruguère laisse le dossier à son successeur, Jean-Marc Trévidic. Mais moi, je découvre que Trévidic, qui va commencer par faire sauter le dossier, c'est le premier qui va faire sauter le dossier de l'attentat, parce que lui, il va aller au Rwanda, il va reprocher à Bruguère de ne pas être allé au Rwanda, il va mener l'enquête, et quand il va aller au Rwanda, il va produire un rapport balistique, qui a fait grand bruit ici, un rapport balistique controversé, dans lequel il va laisser entendre que le tir du missile qui a abattu l'avion du président Habyarimana provenait non pas du camp des gens de Kagame, de Masaka, mais du camp Kanombe, où il y avait la garde présidentielle. Donc, autrement dit, Trévidic voulait semer le doute dans l'esprit
des observateurs en laissant entendre que ce sont les Tutsis, les Hutus qui auraient abattu l'avion de leur propre président pour déclencher un génocide contre les Tutsis. Ce postulat souffre à deux niveaux et permet aussi de comprendre la contradiction qui est liée à l'histoire du génocide. Premièrement, si ce sont les extrémistes Hutus qui ont abattu l'avion d'Abiyarimana, parce qu'Abiyarimana, on a estimé, d'après le postulat des hommes de Kagame, des Trévidic et des autres, que les extrémistes Hutus trouvaient qu'Abiyarimana était mou. Ils l'ont abattu pour que la frange extrémiste récupère le pouvoir et pour commettre le génocide. D'accord? Si tel est le cas, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on dit qu'Abiyarimana a planifié le génocide? Ça ne tient pas la route. Maintenant, deuxième chose, c'est que moi, le magistrat avec lequel je discute, il me dit non. Trévidic est arrivé dans ce dossier à la demande de Sylvie Pant, cette magistrate qui a été nommée par Kouchner pour faire sauter le dossier de l'attentat. Et d'ailleurs, quand Kouchner arrive au Quai d'Orsay, il demande à cette magistrate-là, à Sylvie Pant, et il lui dit très clairement, écoutez, vous allez travailler à la réconciliation entre la France et le Rwanda. Kouchner lui dit ça. Et cette réconciliation passait par le torpillage de l'enquête du 6 avril, donc l'enquête sur l'attentat du 6 avril. Et c'est comme ça que Trévidic a fait sauter le dossier de l'attentat. Maintenant, qu'est-ce que ma source, le juge, m'explique? Il me dit, la raison pour laquelle on a choisi Trévidic, parce qu'il avait une grande expérience procédurale. Donc, il savait comment faire pour faire sauter le dossier de l'attentat en introduisant le doute. Et le doute, c'était quoi? Le fameux rapport balistique. Et ses successeurs, les juges Pou et puis le juge Herbeau, n'ont jamais remis en question cela. Et tous les juges français qui se sont intéressés à ce dossier, sauf de Bruguer, ont refusé d'écouter tous les témoins qui disaient que c'est Kagame qui a perpétré l'attentat. Parmi les témoins, il y a le général Kayumba Nyamwasa qui est réfugié en Afrique du Sud et qui est à l'époque à la tête des renseignements militaires de Kagame et du FPR. Et il faut rappeler que des pilotes français, l'équipage français est décédé dans cet avion. C'est Falcon, je crois Falcon 930, je me rappelle. Falcon 50. Falcon 50, oui. Et que la France... Mais justement, c'est ce que je dis ici, c'est que les Français sont en son bord et les autorités françaises ont joué leur partition. D'abord sous Nicolas Sarkozy, sous Hollande, il y avait eu comme un frein, il y a eu une forme de froideur entre le Rwanda et la France. Il est de gauche comme Mitterrand qui a accusé de beaucoup de choses. Mais sous Macron, ils sont revenus en force. Et donc Macron s'est servi de l'enquête sur l'attentat parce qu'au final, ils ont dit qu'il y avait un non-lieu. Donc en fait, pendant 20 ans, la justice française a enquêté pour nous dire au final qu'on ne sait pas qui a battu l'avion. Mais le pire dans l'histoire, c'est que Trévidic a fait des déclarations le 5 avril dans lesquelles il dit que l'attentat a été perpétré par les extrémistes Hutus. Mais comment peut-il affirmer cela, lui qui a dit qu'il ne savait pas qui avait abattu l'avion, et quand on sait que la justice française est arrivée à un non-lieu dans ce dossier. Quand vous écoutez l'interview de Trévidic du 5 avril 2024, vous vous apercevez que Trévidic, comme Vincent Duclercq, avait une mission, faire sauter le dossier de l'attentat et permettre à la France de se rapprocher du Rwanda, ce que lui-même Trévidic a dit dans cette interview-là. Quid du rôle d'une association telle que Survie? Survie a joué le même rôle que les Gautier, parce que les Gautier ont créé une association qui s'appelle le collectif des partis civils pour le Rwanda, un truc comme ça. Oui. Et Survie joue le même rôle. Survie est une sorte de succursale française du FPR ici. C'est une association qui prétend militer contre la France-Afrique, mais qui défend le Rwanda et elle n'a jamais critiqué le Rwanda, y compris les massacres qui sont perpétrés en RDC. Et aujourd'hui que le rapport sur Forbidden Story est sorti, j'ai hâte de voir ce que dira Survie. Mais en fait, ce qu'il faut que les gens comprennent, en gros, c'est qu'en France et en Belgique, et surtout en France, il y a tout un réseau d'universitaires, il y a tout un réseau d'ONG, et de journalistes qui travaillent pour la cause que j'ai appelée la cause Tutsi. Pas Tutsi comme tous les Tutsis, mais Tutsi en sous-entendu Kagame et ses hommes et son système. Généralement, on dit des Tutsis anglophones, hein, souvent. Exactement. C'est un livre assez intéressant, assez volumineux, facile à lire. Vous avez expliqué des choses lors de la conférence de la rue des Petits Champs à Paris.
Vous allez en expliquer d'autres à Bruxelles, 40 avenue de Washington à 1050 XL. On ne va pas ôter aux futurs lecteurs l'envie d'aller acheter les livres. On ne va pas tout révéler, mais c'est quand même bourré de documents, bourré des renseignements, plus de 900 pages. On peut prendre comme ça des anecdotes, des témoignages, beaucoup de choses. Vous êtes une des dernières personnes à avoir parlé, par exemple, avec Vincent Carregué, hein? Patrick Carregué. Patrick Carregué, avant ça. Exactement, je parle de ça dans le livre. Le chef de service secret rwandais, qui était l'homme, le grand espion rwandais, hein, qui avait supervisé pendant longtemps le bureau Congo de l'armée patriotique rwandaise, donc qui supervisait le pillage de ressources naturelles en RDC. Oui, j'ai discuté avec lui plusieurs fois, y compris à la veille de sa mort, en effet. Et je reviens sur ça dans le livre. Et sur le Congo, il y a beaucoup de choses intéressantes. Le Congo est infiltré jusqu'à la moelle épinière et Exactement. même occupé dans une partie du territoire. Et on voit les pays être à l'orée des chemins, implosera oui, mais pas. ça, c'est parce que, il faut rappeler, on a parlé de la rupture entre Félix Tshisekedi et Kagame, mais il y a une absence totale quand même de vision au sommet de l'État qui fait le jeu du Rwanda au final. Parce que ce qui fait défaut aujourd'hui en RDC, c'est que les autorités congolaises ne savent pas comment s'y prendre dans ce dossier, faisant le jeu, en fait, en réalité, de ceux-là même qu'ils prétendent combattre. Et c'est ce qui permet d'ailleurs de comprendre la position du Kenya, qui a été fustigée par beaucoup, mais qui se comprend quand on analyse la posture des dirigeants congolais dans la gestion de la crise du M23. Basculons alors en Lingala, parce que là on parle déjà de l'actualité congolaise. Oui. Il y avait l'insécurité au pays. Là, il y a 48 heures, il vient de reconduire encore cet état de siège inefficace, malgré l'impression qu'il a donnée qu'il était en train de mettre fin à cela. Il a reconduit l'état d'urgence. Pendant qu'à Kinshasa, tout le monde a une image, Christian Malanga a la coup d'état et Ezalaki étouffé. En tant qu'observateur, averti, formé et avec un regard un peu plus affiné, Ezalaki coup d'état, coup de force, Ezalaki. Non, déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est un coup d'état. Parce que un coup d'état répond quand même à... Voilà, il y a une démarche dans un coup d'état. Là, on a vu... Moi ce que j'ai pu observer, moi j'ai appelé ça escarmouche, si vous voulez, hein, j'ai appelé ça escarmouche. Et Zalaki, de mon point de vue, le mot, l'expression appropriée pour Nayango, on peut parler à la limite d'une subversion mineure, en réalité. Ça n'a pas été un coup d'État. Il n'y a rien qui est fait dans l'articulation. Il y a Bandeko Nabiso, il y a Ndeko Christian Malanga, paix à son âme, et aux autres. Il n'y a rien qui a été fait aux autres coup d'État. Rien du tout. Ils ont là qui beaucoup plus un acte subversif. Et d'ailleurs, quand vous écoutez ces vidéos, vous apercevez qu'il est beaucoup plus dans... il se plaint de la condition des militaires, sans plus, en réalité. Bon, c'est parce qu'Akendaki n'a parlé de la nation qu'on parle de coup d'État, mais ça ne veut rien dire du tout. Et d'ailleurs, regardez bien les images au palais de la nation. Il n'y a pas eu d'affrontement. Vous avez vu un affrontement là-bas? Il n'y a pas de trace d'affrontement au palais de la nation. Bon, on nous parle aussi que Bazako visait Ndakwa Kamere. Pour quel intérêt, pour quelle raison? Moi, l'information que j'ai, c'est qu'ils se sont dirigés dans Ndakwa Kamere, mais au regard de ce qu'on a pu observer, il n'y a pas eu d'affrontement majeur. Bah, ça, c'est bêta. Bah, ça, c'est gros bêta. Mais il a cité qu'il y avait combat, non. Parce qu'ils ont quitté la maison de Kamere pour aller au palais de la nation. Ils n'ont pas été suivis à ce moment-là. Et je rappelle d'ailleurs que tant que Kamere, selon les informations que j'ai, tant que Wana déjà intervention Yaki, puis bon, Longo Wana Bakena palais de la nation. Alors, Bakangi, Jean-Jacques Wondo, Oyo, Yonaye, Bouzalaka, quand même, un échange intellectuel assez violent dans les réseaux sociaux, surtout, et pourquoi on va soutenir Makamoko pour les classes politiques, il a goré. Oui. Bon, il y avait des échanges. Il y a des experts militaires, en Belgique, et tu découvres que, oh non, il y a un aner, bon, à comment il y a une photo de Christian Malanga, ok, il est solo, qu'est-ce que... Oui, ben, d'abord, moi, je savais que Jean-Jacques avait des contacts dans ANER, d'autres personnes m'ont dit non, Azala qui est conseiller dans ANER, mais moi, je savais ça avant Ibima, je le savais déjà. Sikoyo, arrestation naïe, au regard de ce que j'observe,
j'ai un peu de doute parce qu'il ne suffit pas de voir Mutuna photo, Boro Kangaye. Et peut-être qu'il a eu à échanger avec, Christian Malanga sur plusieurs sujets sans nécessairement prendre part à cette opération subversive. Christian Malanga Kangaye, photo na batebele. Yo, ça photo te? Non, moi, j'ai pas de photo avec lui. Mais yo, bimisi photo, na moni, il y a des gens qui ont pris, aucun n'a interviewé. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont envoyé des images en disant Kerwin Maïs a fait ça. On m'a même dit, ah, mais Kerwin a fait ça, c'est sûr que yo yebaki. J'ai dit, mais Kerwin a fait son travail de journaliste. Vous lui reprochez quoi? En fait, c'est ça aussi. Akenda qui na délégation na parti politique na ye, na Suisse na Lausanne. Akenda ko tuna na parc Atemwana. Azako tuna bango ke naza na ambition ya ko accéder, pas pour ça la coup d'état. Ya ko accéder na pouvoir. Na parti politique hein. Oui. Ceux qui n'a accédé na pouvoir, est-ce que beaucoup qui ko former ba policier, combien de temps il faut pour former un policier consciencieux et digne de ce nom? C'est ce qui a été dit en public, télémi, kaka bata parti n'a été. Batimisus ba yaki na le roi invité dans un parc à thème. Et ngai par curiosité, na moni munduki na tuni mutu en anglais na bisa pèse combien? So là so alobi nanga so zo de guerre minimum aux 25 kilos na Congo. Gabi arme wana combien alobi bon, c'est à peu près 10 kilos. Yangwana na tombola ki bakangi photo. En Suisse, ils ont une ensemble teni na Congo. Oui, mais il faut aussi comprendre que le niveau Yabande Konabi Somingeza bas. Parce que quand vous écoutez le raisonnement de certaines personnes, et même quand vous écoutez les propos de certains responsables de l'armée qui parlent de coup d'État, ça fait quand même pitié. À ce niveau, il y a fonction, on ne peut pas parler quand même des choses comme ça. On n'utilise pas les mots n'importe comment. On n'utilise pas les mots n'importe comment, même s'il y a une forme de récupération politique, on ne fait pas ça. Il en va de la crédibilité même de l'institution militaire. Ça, c'est la première chose. Après, il y a aussi le niveau Yabandeko Nabiso. Il faut dire que, vous savez, plus on avance, plus le niveau Yabandeko Nabiso Mingeza, ils ont quitté assez. C'est-à-dire que le Congolais a une difficulté dans le raisonnement. Le raisonnement intellectuel est devenu un luxe dans le Nabiso. De sorte que quand on a un débat mingi, niveau Yabateza assez. Une photo ne suffit pas. Non, ça ne dit rien. Est-ce qu'on a trouvé des messages incriminants contre Jean-Jacques Wondo? C'est ça la vraie question. Mais après, on apprend qu'il y a une guerre entre les services. Bon, ça existe depuis, hein, parce que depuis un moment, la NER et puis la DEMIAP sont en conflit. Ça fait un bon bout de temps que surtout le Makamboliwa, oui, ça fait depuis un moment, c'est comme ça. Sani Bouzakera s'est retrouvé dans Boloko pour une note de service sur l'ambassade de Bélé Bazo et Bima qui pensa dans le service. Exactement. Et qui Bazo confirmait que... Moi, je peux dire, selon des informations que j'ai pu obtenir, c'est que Eloko et Bima qui sur cette note de service est vrai. Et ça a été corroboré, je ne rentrerai pas dans les détails, par certaines chancelleries étrangères, occidentales. C'est vrai. Maintenant, le problème qu'il y a, il manque de professionnalisme à Batonabiso. Quand vous avez un procureur de la République qui sort, qui vous dit qu'il y a eu un suicide, donc il ne mesure même pas la portée de ses propos. Bozo réalisé qu'on a des gens qui n'ont pas le niveau. Ils auraient dû dire, lui par exemple le procureur, il aurait pu dire, écoutez, l'enquête se poursuit, nous sommes sûrs qu'il y a eu assassinat, mais l'enquête se poursuit pour comprendre le mobile. Tu neutralises la discussion. Mais tu fais une sortie pour nous dire qu'il y a eu suicide. Et à Abaki, c'est que yo a contesté yango. Mais en disant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a incriminé le régime. Est-ce qu'il s'est aperçu lui-même, ce procureur, qu'en tenant de tels propos, il venait d'incriminer le régime qu'il sert? Au Moni, le problème, il y a un professionnalisme à Yangoana. C'est que quand on est professionnel, on sait ce qui doit être dit et ce qui ne doit pas être dit. Mais quand on ne l'est pas, on dit les choses n'importe comment, net na wende. Un procureur peut sortir et vous parler de détournement intellectuel, ce genre de trucs. C'est d'ailleurs tout le monde a Congo. Et excusez-moi, je Congo, c'est juriste. Mais je comprends pourquoi ce côté Congo, à niveau, il faut bander la classe, surtout dans le Canada, il faut bander la classe. Parce qu'il y a des choses qui sont basiques au niveau des enquêtes. Et moi, j'ai une formation en enquête et renseignement. Il y a des choses que tu ne peux pas dire comme ça. Tant Bakangi Jean-Jacques Wondo, avant à Kobimi ces informations, vous devez vous assurer que vous avez des éléments probants ou des faisceaux qui permettent de dire que oui, nous avons des raisons à Kokangaye, ou à regarder en garde à vue le temps enquête et saléba.
Je ne pense pas que ce que Jean-Jacques Wondo était vraiment de connivence avec Christian Malanga à Kafanda dans le Congo. À moins que Jean-Jacques Wondo a la professionnalité. Parce que ce rosa professionnel, au Koyebi, que tu aies ce type de contact à ce niveau et que l'Oka Bongo et Salemi, la première chose que tu fais, tu quittes le pays rapidement pour ne pas te faire avoir. Parce que quand Karigé a été arrêté, je vais vous raconter une anecdote. On va contacter par la suite, on va détailler. Oui, pour aller. Les 3 téléphones de Karigé avaient été récupérés par ces assassins. On sait que Ebimaki Nanzela Mboka Moka Afrique australe avait remonté Kena Kigali. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais on a contact après et tout. Bon, puis voilà. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font par des professionnels. Mais Oyo, Abisso, Oyo, comment dirait théâtre. Et c'est malheureux. Ce qui parti politique, mon réseau Tika, n'importe qui a communiqué en son nom. Moutoutou a commis spécialiste. Au talib émission na YouTube, 2 heures d'émission, bla 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 bla. Au talib moutoulé razo lobaka ne ban une introduction kanisi moutamayele. Au bout de 5 minutes, naufrage. Oui. Il s'y fait qu'on révélation. Allez. Tu vas s'engouffrer, mais dedans, c'est juste... Personnellement, dans l'Andra, très rarement l'émission à Kin à cause de ça, parce que même les gens qu'on présente comme étant des sommités n'ont pas le niveau au Congo. Je le dis sans aucune prétention. Mais sur Ozoyo Kabango, tu te dis, mais... après... Vous savez qu'Erwin, le niveau intellectuel des gens est en adéquation avec la situation et la condition du pays. Quand vous avez un pays comme un niveau et à médiocrité, un niveau, je pense que nous sommes dans un état de putréfaction avancé sur le plan intellectuel. Quand vous atteignez ce genre de niveau, n'importe quel godiche peut passer pour un savant. Et c'est le problème du Congo aujourd'hui. Yoka juriste congolais. Yoka to présentera comme étant intellectuel dans le Congo. Yoka ce qu'on appelle journaliste dans le Congo lelo. Je ne veux pas être méchant à l'égard de nos compatriotes, il y a certains qui essaient de faire un bon travail, mais aux hommes à quel niveau il y en a assez. Est-ce que niveau bakiba meshinto yo mo nango lelo? Est-ce que tu peux avoir des gens qui avaient le verbe au loco là-bas? Comment il s'appelle au Bakendara, Belgique, Maître Nimi, Mpingaka Senda. Quand vous parlez à ces gens, à ces papas, ces aînés là, à nos papas là, moi j'ai discuté avec Kamanda. Quand vous discutez avec Vundoa Wete Pemako et je pense que le vieux Vundoa est encore là. Mais il faut que Yoka Batouana Koye Besekani Touti et Sekatokomi. Quand vous parlez à un homme comme Maître Nimi, le niveau du verbe, de la réflexion, osons comprendre que ça n'a plus rien à voir. Nous avons quand même des gens qui sont censés représenter l'élite du pays et qui se pavanent à concert à billets. Et on en fait un événement national. Je ne sais pas si vous prenez la mesure, il y a bêtises, je n'ai rien contre ces vendeurs d'illusions qu'on appelle les pasteurs au Congo. Mais vous imaginez, Mboka où ils sont en guerre. Après, le coup d'État. Après, est censé être un coup d'État. Le même jour d'ailleurs, les autorités du pays sortent comme si de rien n'était. Et vous voulez crédibiliser la thèse du coup d'État auprès des gens qui ont quand même une cervelle pour réfléchir. Ils ont la sensité, ils ont la sérieuxité. Alors, l'événement, les a dit que, après l'élection et nomination, il y a Mme Judith Soumini Toulouka comme première ministre, 6 mois il est qui? Gouvernement il faut se mettre en place Kakalelo. Sénégal ça a pris 1 semaine, le Tchad ça a pris 3 jours. Ça l'élection gouvernement bimi. Oyabiso et Oumeli. Peut-on dire que quel commentaire avez-vous par rapport à ces gouvernements? Pour qu'il y ait une question qui n'y ait pas un début de réponse. J'ai regardé la liste et j'ai eu très mal pour ce pays parce que si on a dû faire 5 mois pour arriver à ça, alors là, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Je pense que je suis arrivé, je le savais, on le sait, mais je pense que s'il y a des gens qui n'aiment pas le Congo, là, ce sont des gens qui sont au pouvoir. On ne peut pas être...
Ou alors, s'ils aiment ce pays-là, ils ont une drôle de façon d'aimer ce pays. On ne peut pas, au regard de la situation sociopolitique et sécuritaire, au regard de la situation économique du pays, passer 5 mois pour pondre un gouvernement de près de 54 ministres, vice-ministres, tout ce que vous voulez, avec des gens, en son sein, des gens qui ont une réputation sulfureuse. Il y a même une tiktokeuse. Je ne sais pas si ministre de la Jeunesse. Je ne sais pas si c'est une tiktokeuse, mais ce que je vois, moi, ce que j'ai vu, m'a quand même... Ça ne m'a pas énervé, sincèrement. D'habitude, ça kanda, maintenant qui m'a, parce que je me suis dit, 100 millions d'habitants comptent sur ces gens-là. Je ne vois pas ce que Félix Tshisekedi gagne en ramenant au devant de la scène certains de ces individus dont la réputation se passe de tout commentaire, dont la gestion de la République se passe de tout commentaire. Je ne vois pas l'intérêt de ramener ce genre d'individus. Mais après, bon, c'est un gouvernement de conciliabule, c'est un gouvernement de l'union sacrée. Les gens sont d'abord là pour leurs propres intérêts. Le pays et les Congolais, on verra plus tard. Et beaucoup de gens attendaient ce gouvernement comme si cela allait changer quelque chose. Moi, je vous dis, vous savez, il y a des gens qui m'ont dit, mais vous savez, cette fois-ci, Félix Tshisekedi est déterminé à changer les choses. Moi, j'ai dit, bon, moi, je ne suis pas quelqu'un de sectaire, je ne suis pas quelqu'un de dogmatique. J'ai dit, j'attends de voir. J'attends de voir, c'est tout. Mais quand je vois ce gouvernement-là, je me dis, mais j'ai fait un post pour dire que c'est le changement dans la continuité. Et nous risquons d'avoir des comportements beaucoup plus troublants et beaucoup plus problématiques. On l'a vu avec Sama Lukonde, qui lui n'existait d'ailleurs pas, parce que lui, je ne sais pas s'il a existé ce monsieur, pardon. On a eu un premier ministre qui n'a jamais existé, Sama Lukonde. Là, on a une dame, c'est très bien, on a une dame, mais il ne suffit pas d'avoir une femme au pouvoir ou à la primature. Pour qu'il y ait présomption de compétences non, et de, la présomption de compétences. Des différences. Exactement. Ça prend des gens qui sont compétents, qui sont capables de relever les différents défis auxquels le pays est confronté. C'est ça qui est important. Mais d'aucuns diront qu'ils auront un contrôle parlementaire de qualité parce que Vital Kamerhe, pour eux, est efficace et a pris le perchoir. Je vais vous dire une chose, je vais vous surprendre, c'est qu'à l'époque de Vital Kamerhe en 2006, quand Vital Kamerhe était au perchoir, beaucoup de gens, moi j'ai parlé à beaucoup de gens à l'époque, je connais, j'ai même des proches qui connaissent très bien, qui ont dit que Vital Kamerhe était un très bon président de l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est quoi être un très bon président de l'Assemblée nationale en 2006 et c'est quoi l'être aujourd'hui? Parce que la conjoncture est différente. À l'époque, il y avait quand même une sorte d'équilibre de pouvoir au niveau du Parlement. Bemba était encore très fort, en tout cas le MLC. On sortait d'une guerre, on avait un Parlement. Il y avait plusieurs forces sociopolitiques, mais aussi militaires. Donc il y avait comme une sorte de rééquilibrage de rapport de force. D'accord. Et on a dit que Vital Kamerhe a été un bon président de l'Assemblée nationale. Mais encore une fois, je rappelle, c'est dans le contexte congolais. Parce que dans le contexte congolais, quand on dit que quelqu'un est bon, c'est dans le contexte congolais, on se comprend. Maintenant, est-ce qu'il le sera maintenant quand on regarde cette configuration qui est celle de l'Union sacrée? Ça, c'est une autre question. Mais je crois, scientifiquement, je ne peux pas juger avant de voir. Mais la présence d'un nouveau genre, bon, ça existe déjà, de Congolais, des Congolopédriers problématiques au sein de l'Assemblée nationale. La présence massive de l'Union sacrée alliée me permet de douter que Vital Kamerhe va faire un travail correct au regard de tout ça. Parce qu'il est membre de l'Union sacrée, il est arrivé là avec le soutien de Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il va prendre des décisions qui aillent à l'encontre des intérêts de l'Union sacrée? Seul l'avenir nous le dira. Mais je pense que la configuration politique actuelle n'est pas propice au développement du Congo. La configuration politique actuelle, je pense, est propice à une descente aux enfers plus accélérée du pays. C'est un point de vue. Et tout ce que je veux, c'est me tromper. Parce qu'après tout, et je le dis souvent, en tant que Congolais, parce qu'il y a certains de nos compatriotes qui ne comprennent pas ça, c'est que personne n'a intérêt à voir un homme comme Félix Tshisekedi échouer pour la simple et bonne raison
qu'il a la tête d'un pays, il a 100 millions de Congolais derrière lui. Donc on a intérêt à ce qu'il réussisse. Mais est-ce qu'il va réussir au regard de ce que nous voyons? Le premier mandat était une catastrophe. Avec les nominations que nous venons d'observer, je pense que nous courons vers une deuxième catastrophe. C'est un point de vue personnel, il est subjectif, pardon. Je peux me tromper, mais je doute pas. Malheur aux vaincus, le 7 avril 2024 marque le 30 ans du génocide rwandais. Les récits imposés au lendemain de cet événement tragique a installé les Hutus dans le rôle des nazis tropicaux, entre guillemets, tout en attribuant à Paul Kagame et à la rébellion Tutsi qu'il dirigeait celui de libérateur, entre guillemets, du Rwanda, ayant mis fin au génocide. Ces récits est-il conforme à la réalité des faits 3 décennies après? Patrick Mbeko expose ici 2 aspects méconnus et occultés par l'actuel régime de Kigali. Les monopoles du récit sur le drame rwandais et la persécution des Hutus vaincus en 1994 par les troupes de Paul Kagame pour faire triompher son unique version de l'horreur du Rwanda. Kagame impose le silence aux dissidents rwandais et aux chercheurs indépendants, traque partout dans le monde les Hutus et n'hésite pas à instrumentaliser l'ONU, Interpol et les juridictions étrangères pour arriver à ses fins. Soutenu dans cette entreprise folle par des puissances occidentales, les dictateurs rwandais s'autorisent tous les excès, agressions militaires contre la République démocratique du Congo RDC et commission des crimes de masse dans ces pays, assassinat des ressortissants occidentaux, canadiens, espagnols, belges, etc. Élimination physique des témoins gênants rwandais, Tutsi et Hutus. Au moment où Kigali commémore le 30e anniversaire du génocide, Paul Kagame peut se réjouir de continuer à bénéficier du soutien des présidents Bill Clinton, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, ainsi que de la complaisance des médias et de certains universitaires occidentaux devenus partout les relais de sa propagande. La publication en France du rapport du Clerc et l'ouvrage de ces derniers en sont les plus belles illustrations. Entrons donc sans concession au cœur d'une falsification de l'histoire de la tragédie rwandaise. Patrick Mbeko, 25 €, édition d'Iboiris. Pour qu'on ne dise pas de vous, malheur aux ignorants, lisez Patrick Mbeko, Rwanda, malheur aux vaincus. Fidèle parmi les fidèles de cette émission, Gérard Béaton Bakongo de Bruxelles a perdu son épouse, maman Anne-Marie Etina. Il l'a perdu depuis 48 heures. Le programme des obsèques n'est pas encore communiqué. Au nom de toute l'équipe de cette émission, nous présentons nos condoléances les plus attristées à Gérard Béaton Bakongo suite au décès de maman Anne-Marie Etina Eseka. Depuis hier, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes mercredi, donc depuis hier, mardi à 5 h du matin, donc nous sommes de cœur avec lui. Une page publicitaire et on va se dire au revoir. Galerie commerciale Char à la Princesse, l'adresse que tout le monde doit avoir dans son agenda. Ponakoli à Malamu, biloko frais dans un cadre reposant sur le bord du majestueux fleuve Congo. Bisognon son restaurant Char à la Princesse. Ponakoki ma pollution sonore pe pollution atmosphérique na centre-ville ya Kinshasa. Bisognon son direction Maluku et sika tokokuta tout en un na kati ya galerie commerciale Char à la Princesse. Pona ba feti, ba conférence, ma bala to ba événement kili. Bisognon son na salle de fête Char à la Princesse. Char à la Princesse, un service digne de vous dans un cadre qui vous honore. Char à la Princesse, pona kosala ba course na supermarché à Malonga. O ezali na ba rayon bien achalandé. Na ba produits frais en provenance de l'Europe, de l'Asie, topé de l'Afrique. Biso nyonso ba course na kati ya supermarché
Char à la princesse. Char à la princesse. Une seule adresse. Avenue de l'autoroute numéro 4, quartier Monaco à Maluku. Téléphone plus 243 90 01 39 509 ou plus 243 90 46 47 670. Char à la princesse. Char à la princesse. Galerie commerciale Char à la princesse, l'adresse que tout le monde doit avoir dans son agenda. Char à la princesse. Vous avez suivi Échange avec Patrick Mbeko. Suivez, commentez, likez, partagez, débattez, discutez et abonnez-vous sur la chaîne Kerwin Maïzo. L'émission d'aujourd'hui était réalisée par Constant Efwanga Eswe depuis les studios EPV TV. Je suis Kerwin Maïzo, ici Paris. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.